Bonjour à tous, on va aujourd'hui parler des seuils importants qu'on appelle les supports et résistances. Alors on va d'abord s'intéresser à ce qu'est un support résistance, donc il faudra qu'on parle de la vie d'un mouvement. Que sont les supports résistances en fait? Quels sont les différents types de supports résistance? Quelle est leur validité dans le temps? Et une méthodologie pour les tracer de manière adéquate. En première partie, donc, les supports résistance, première et unique partie de toute façon de cette leçon. Un mouvement a un début et une fin pouvant être expliqués par beaucoup de choses, dont le principe d'action-réaction, mais surtout, comme on l'a vu dans les précédentes leçons, ça peut être une news qui crée un nouveau mouvement, ça peut être une arrivée de liquidité, donc une ouverture de marché, etc. etc. Alors, ça peut expliquer, ces événements peuvent expliquer le début d'un mouvement. Par contre, l'endroit où ces mouvements débutent, ce sont donc des sommets, des creux en général, et ça peut entre autres être expliqué par le principe d'action-réaction. Alors, lequel est? Donc là, en fait, j'ai mis des lignes horizontales sur chaque sommet et sur chaque creux. Donc, le principe d'action-réaction, c'est que lorsque l'on arrive dans une zone, comme on l'a vu, où il y a beaucoup de vendeurs, les acheteurs commencent à reculer. Donc le principe d'action-réaction fait que ça va créer un sommet, donc une résistance, et un nouveau mouvement va naître. Un mouvement cette fois-ci baissier. Par exemple, ici, on peut dire qu'on a un début de mouvement baissier et qu'ensuite on a la fin du mouvement baissier. Donc les deux les deux naissent et meurent dans un sommet et dans un creux. Alors, le but de ce support résistance, c'est d'anticiper plus ou moins la formation de ces creux en faisant des projections dans le futur. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc voilà, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'un mouvement a un début et une fin, et que le début c'est un sommet, la fin c'est un creux, et entre-temps, ça a créé du coup une zone de support et une zone de résistance. Alors ces zones d'action-réaction, ce sont, comme on l'a vu, les endroits où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent le plus violemment, et ça crée de gros déséquilibres. Puisque quand il y a un équilibre, lorsqu'il y a un équilibre, on ne fait pas de sommet ou de creux, on va plutôt ranger, c'est-à-dire qu'on va se battre entre les acheteurs et les vendeurs, ça va créer un mouvement qui est un range latéral, comme on a vu. Ça peut donc, quand on a vu que les mouvements pouvaient avoir une orientation horizontale. Donc en gros c'est ça. Par contre quand il y a de gros déséquilibres et que c'est soit les vendeurs soit les acheteurs qui vont du coup prendre le dessus, là oui, là on a la création de ces zones d'action-réaction. Alors cette vision elle est un peu simpliste parce qu'il existe en fait un tas de zones de support résistantes différentes dont on va parler. La seule chose qu'il faut retenir c'est que ces zones d'action-réaction sont des zones très importantes où il y a des vendeurs et des acheteurs, et que donc ce sont des zones qui méritent toute notre attention. Alors que sont les supports et résistances? Donc comme son nom l'indique, le support va supporter le prix, et la résistance, elle va faire résistance au prix. Donc en fait la résistance c'est tout simplement, le support c'est tout simplement en bas, et la résistance simplement en haut, donc traditionnellement représenté par un trait rouge et par un trait vert. C'est aussi simple que ça. Alors là, en l'occurrence, on parle de support et de résistance horizontale. On va le voir dans la leçon suivante qu'il y a des supports et résistance obliques. Donc il existe plusieurs types de supports et de résistance qui vont plus ou moins bien fonctionner en fonction du type de marché et de l'actif tradé. Alors un support résistant sur l'euro-dollar a par exemple beaucoup plus de force et de pertinence qu'un support sur la livre contre le dollar canadien ou sur le dollar néerlandais contre le franc suisse. Alors ça c'est expliqué par ce qu'on a vu dans la leçon sur le forex et sur les corrélations. Vous vous rappelez que principalement sur les devises, c'est le dollar et l'euro et la livre et le yen qui sont traités. Ce qui signifie, comme on l'a vu, qu'une zone de support-résistance est une zone d'acheteur ou de vendeur où il y a une rencontre en fait entre l'offre et la demande qui est fortement déséquilibrée. Or, comme
l'immense majorité des volumes vont se traiter sur ces paires-là, l'euro et le dollar. Lorsqu'il va y avoir en fait un support et une résistance sur ces paires-là, ben, c'est qu'elles sont énormément traitées et qu'elles ont une grande valeur. Par contre, un support résistance sur GBP-CAD, on peut se poser la question de sa pertinence, puisque par rapport à la corrélation mathématique dont on a parlé sur les devises, on peut se demander si la création d'un support ou la création d'une résistance sur GBP-CAD n'est pas plutôt liée à un support résistance sur GBP-USD ou sur l'euro-CAD ou sur USD-CAD qui du coup a créé mathématiquement un faux creux ou un faux sommet sur GBP-CAD. Donc c'est vrai que les supports résistance, c'est pas une approche qu'on aime particulièrement au sein de DMT. On les utilise, mais d'une manière un peu particulière, on va dire. On a notre propre manière de le faire. On l'a plutôt modélisé en fait l'utilisation des supports résistance, mais parce que on trouve que justement ce problème de pertinence sur certaines paires pose un certain problème. Alors pas un problème pratique puisque empiriquement, et ça vous pouvez faire le test, les supports résistance fonctionnent peu importe les marchés, même sur des marchés qui sont créés au hasard ou sur des graphiques de météo. Mais c'est vrai que voilà, la pertinence quant à l'offre et la demande sur ce type de marché est fortement remise en cause lorsque l'on comprend un peu justement cette corrélation mathématique que l'on a sur les devises. Alors les types de support résistance, en gros, ils peuvent être naturels. C'est ce qu'on appelle, qui sont donc les chiffres ronds, hein, donc qui se finissent par 0,0 par exemple. Les chiffres psychologiques, pareil, hein, les 1.000, quelque chose de psychologique, l'époque, donc le prix moyen en fait journalier, etc. En fait, qu'est-ce que c'est Ce sont des zones plus psychologiques qu'autre chose qui font que les opérateurs vont se dire, bah tiens, on est à 3 euros par exemple. C'est vrai que quand on parle d'une action et qu'on veut donner des points clés, on va pas dire 3,57 €, attention, on est sur une zone importante. Non, en général, on va parler de chiffres bien ronds qui, pour l'être humain, va signifier quelque chose d'important. Donc par exemple 3 euros, 3,50 €, 4 euros, etc. Et on a la même chose sur les devises. C'est vrai qu'on dira rarement, l'euro-dollar a enfoncé son niveau des 1,3127. On parlera plutôt des 1,3100. Et le fait de penser, de raisonner comme ça en chiffres beaucoup plus simplifiés, ça a une incidence qui fait que ces chiffres ronds, bien souvent, peuvent jouer le rôle de support résistance. Alors ça, on va le voir après. Les temporels, ce sont les plus hauts, les plus bas périodiques. Par exemple, le plus haut sur un an, le plus bas trimestriel, le plus haut du mois, de la journée, etc., etc. Bon, ce sont des petits repères temporels que certains aiment utiliser pour donner, pareil, un repère au niveau du temps. Par exemple, on entend souvent dire, là on est sur les plus hauts de l'année ou les plus hauts du mois. Bon, certains les prennent en considération, donc du coup, on va en parler également. Les mémoires, ça ce sont les plus controversés. Donc ce sont des anciens niveaux, donc des anciennes zones de support et résistance, donc des anciennes zones du coup qui ont servi à des acheteurs ou à des vendeurs, et qui sont revisitées à nouveau, donc un peu plus tard, et qui sont à nouveau utilisés, donc qui sont à nouveau tapés, et qui servent à nouveau de support ou de résistance. Alors ça peut être un support qui joue plein de fois le rôle de support, ou ça peut être une résistance qui tout d'un coup devient un support. La résistance est cassée à la hausse, le prix redescend dessus et devient un support. Ça, on va le voir également. Artificiels, donc qui sont recréés par l'être humain, donc on a les points pivots. Corrélés, donc ça on en a parlé, mathématiquement, économiquement, psychologiquement, donc pareil, on a la création d'un support sur une grosse action, et on remarque que ce support, on peut le retrouver sur d'autres actions. D'accord, donc là, c'est des supports résistance qui sont corrélés, psychologiques. Mobile, alors ça peut être des moyennes mobiles fréquencées, c'est-à-dire des moyennes mobiles dont on définira plus tard le calcul, qui sont utilisées parce qu'elles répondent à une certaine fréquence du marché. Voilà, en ce moment, le marché semble respecter une certaine période en fonction d'une certaine moyenne mobile, et donc ça peut servir de moyenne mobile. Et puis ésotérique, ça c'est tout le reste, tout ce qui est Fibonacci, Gann, Andrew, Babson, Wolf, pas des choses qui ne marchent pas foncièrement, mais qui n'ont aucune valeur théorique, qui ne signifient strictement rien en termes d'offre et de demande et de marché, mais qui peuvent donner des points intéressants. Alors pourquoi est-ce que cela peut donner des points intéressants? On va en parler après, c'est à cause des très nombreuses combinaisons possibles sur un marché qui rendent crédible
comme on l'avait dit, de manière empirique la plupart des approches. Commençons par les supports et résistances naturelles. Alors là, je vous ai mis un graphique de l'eurodoll. Avec, non, c'est pas l'eurodoll. Si, c'est l'eurodoll. Avec un support et une résistance, donc en gros une ligne, hein, j'ai quadrillé tous les 500 pips. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que bien souvent, le prix de l'euro-dollar va venir rencontrer un niveau. Donc par exemple, on va essayer de regarder quelques niveaux. Donc ici, voilà, bon, je ne vais pas tous les faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est que tous les 500 pips, en gros, c'est quand même des niveaux qui sont symboliques, qui sont importants, et on remarque que ça peut donner de bons points de repère pour estimer qu'un mouvement peut débuter ici ou qu'un mouvement peut prendre fin ici. Parce que comme on l'a vu, le support résistance, en fait, sa vocation principale, c'est quoi? C'est d'anticiper d'éventuelles fins ou d'éventuels débuts de mouvement. En gros, où est-ce qu'un mouvement peut naître, où est-ce qu'un mouvement pourrait mourir. Donc là, on a des bonnes indications sur où est-ce qu'un mouvement pourrait naître, où est-ce qu'un mouvement pourrait mourir. Alors la meilleure des approches alors il y a deux types d'approches après. Quand on arrive dans le support résistance, il y en a qui aiment bien acheter le support et vendre la résistance au contact de celle-ci. C'est-à-dire que le prix touche la ligne, ils prennent une position. Alors moi je serais plutôt d'avis de prendre une réaction dans la zone de support résistance. Donc l'approche que je préférais à la limite, c'est quand on arrive dans une zone que l'on estime potentiellement importante pour créer ou pour arrêter un mouvement, le mieux ce serait de zoomer sur des plus petites unités de temps et d'aller voir en fait ce qui se passe, la réaction du prix face à ce niveau. Et ensuite de prendre une position en fonction de ce qui se passe sur ces niveaux-là. Alors là pareil, mais zoomer, oui c'est le même prix en fait. Donc là j'ai zoomé un peu plus gros pour qu'on voit un peu l'évolution du prix en fonction tous les 500 pips sur l'euro-dollar. Donc on voit que voilà, c'est pas non plus transcendant, mais ça donne quand même de très bonnes indications. Par exemple, les 1,60 tout là-haut vont donner un super niveau de support résistance. Les 1,25 en bas, pareil. Les 1,20, pareil. Alors on voit que c'est pas très précis, que ça enfonce. C'est pour ça que je préfère parler de zone de support résistance. Mais c'est vrai que ce sont des niveaux clés, des niveaux importants qui, une fois qu'ils sont franchis, c'est comme franchir une étape importante. Quand on fait une course, voilà, il y a différentes étapes à franchir. Là, c'est pareil. Alors maintenant, l'idée c'est de se demander est-ce que ce sont des outils qui sont pertinents à utiliser ou pas. Alors le problème des supports résistance, c'est que sur un graphique qui est déjà fait, c'est toujours très pertinent et on se dit tiens, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, 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 ça. Le souci, c'est que sur un graphique qui est en train de se faire, on va avoir un problème qui va être qu'il y a trop de supports résistance potentiellement dessinables, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Le problème, c'est que ça va bloquer le trader. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les supports résistance et de toute façon on en reparlera un peu dans la fin de cette leçon de tous les différents problèmes. Mais en gros voilà, ça peut être pertinent, mais attention, quand on commence à avoir trop de niveaux de support résistance à droite à gauche, on commence à voir des signaux partout ou à voir des non-signaux partout. C'est-à-dire qu'on commence à se bloquer en disant ah mais là je suis beaucoup trop proche de ce chiffre rond, donc j'ai évité de rentrer. Le problème, c'est que de temps en temps, c'est vrai que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça permet d'éviter une perte ou ça permet de prendre un beau trade, et de temps en temps, non. Et le souci, c'est que c'est très difficile de trouver le juste milieu et la balance. Alors, est-ce que les chiffres ronds sont réellement pris en considération par le marché? Je ne sais pas. Et personne ne peut vraiment savoir, quand bien même il pourrait vous prétendre l'inverse. Il faudrait pour ça passer des mois et des mois, je pense, dans une salle de marché qui se spécialiserait sur l'euro-dollar, qui ferait beaucoup d'options sur le forex pour voir si ces chiffres ronds ont vraiment un impact particulier. Empiriquement, en tout cas, c'est pas pour un pas tous les 500 pips, c'est pas non plus transcendant, même si on voit que ça peut permettre quand même de mettre des repères. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, par contre, c'est de laisser mes chiffres ronds bien visibles pour quand même me situer plus ou moins. Voilà, là je suis entre 1,20 et 1,25, entre 1,25 et 1,30, voilà, pour des repères. Et puis on sait jamais, de toute façon, comme je l'ai dit, quand on approche quand même un gros chiffre rond, comme les 1,30, comme les 1,40, comme les 1,50, comme les 1,60, comme les 1,20, j'aime bien quand même regarder la réaction du marché sur ces niveaux-là pour voir ce qui s'y passe et pour le cas échéant, donc prendre
une décision. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose qui va m'être énormément utile dans mon trading quotidien, c'est plus des repères à plus ou moins moyen long terme. Et quand j'y suis, bon, bah, je fais pas particulièrement attention, mais je regarde quand même une réaction pour d'éventuelles orientations. Alors à côté de ça, on a les supports résistance temporels. Bon, alors eux, vous pouvez les oublier direct, ça c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Bon, ben, par exemple, là, je vous ai mis le plus haut et le plus bas depuis la crise, le plus haut et le plus bas annuel, le plus haut et le plus bas trimestriel. C'est pas non plus des niveaux qui vont vraiment nous intéresser. Alors pour plusieurs raisons, et ça on va en parler dans la validité des tracés. Mais en gros, voilà, la question c'est est-ce que des niveaux des plus hauts, par exemple, de 3 ans, vont avoir la même importance aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Alors, les supports résistance mémoire. Alors, eux, ce sont les plus connus et les plus compliqués à utiliser. Parce que ça va vraiment beaucoup dépendre de la manière dont on les trace et dont on les anticipe. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des niveaux qui jouent plusieurs fois le rôle de résistance ou plusieurs fois le rôle de support, ou en tout cas des supports qui deviennent résistance et inversement des résistances qui deviennent des supports. Donc là, je vous ai mis à chaque fois différents niveaux de support résistance. Tracé à la main comme ça en se basant sur les sommets et les creux. Donc avec la même manière de traiter les sommets et les creux qu'on l'a présenté à la leçon précédente. C'est-à-dire en regardant sur une unité de temps en dessous et ce qui sépare une tendance haussière d'une tendance baissière, c'est un sommet. Ce qui sépare une tendance baissière d'une tendance haussière, c'est un creux. Et comme vous le constatez, donc via tous les petits carrés rouges et les petits carrés verts, quand un carré rouge est cassé, on voit que de temps en temps, on a des carrés verts, c'est-à-dire des zones de contact haussières par la suite. Alors je vais les montrer. Donc là par exemple, vous voyez cette zone qui sert de résistance au début. Une fois qu'elle est cassée ici, ensuite elle va servir de support. Le prix en fait va revenir dessus et ne va pas réussir à aller plus bas et va rebondir. Là pareil, on va créer un sommet qui va ensuite créer un creux. Là pareil, un sommet qui va ensuite créer un creux. Là, bon, c'est plus léger, un sommet, et là, on voit qu'il y a un petit rebond dessus. Bon, par contre, après, on le casse. Ici, pareil, on le casse à la baisse. Alors, c'est le niveau qui était précédemment joué. Il n'y a pas vraiment de rebond. Ce niveau, par contre, il va être à nouveau rejoué deux fois. Support ici et support ici. Après, ce niveau, on voit qu'il devient finalement pas très important parce qu'il va être cassé un peu de tous les côtés. Donc, ça sera un niveau qu'il faudra finalement vite oublier. Dans la baisse aussi, ici, là, ce support devient ensuite une résistance. Bon là je ne l'ai pas mis, mais on avait également la possibilité ici. Hein, résistance. Résistance. Là on n'en a pas. Là on n'en a pas. Là pareil on n'en a pas. Donc c'est ce qu'on appelle les pullbacks ou les throwbacks. En gros c'est quand on casse un niveau et qu'on revient dessus. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce truc? Alors la première possibilité de l'expliquer, c'est à cause des volumes en fait. C'est-à-dire que ces zones de vendeurs, il faut savoir qu'une zone de vendeurs, c'est aussi une zone d'acheteurs. Parce que pour qu'il y ait des vendeurs, il faut forcément qu'il y ait des acheteurs. Donc en fait, les zones de vendeurs qui ont été gagnées par les acheteurs, une fois que le prix les a dépassés, il reste encore quelques ordres à l'achat, par exemple, qui traînent. Et lorsque le prix va redescendre dessus, les acheteurs vont essayer de maintenir ce niveau dans leur camp, puisqu'il y a également encore des ordres vendeurs. Et donc, en gros, ça a créé une lutte. Donc, c'est-à-dire que le marché va évoluer dans une sorte d'escalier. Et les acheteurs vont à chaque fois essayer de défendre leur position. Donc voilà, c'est la plus simple manière, je pense, de les expliquer, plus que par une sorte de mémoire du prix. Donc la théorie de la mémoire du prix, ce serait que les marchés se souviennent que ce prix-là a joué le rôle de support, donc ils vont encore jouer. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que, donc ça c'est dans les ordres, et maintenant en termes de psychologie, il est évident que un niveau qui a servi précédemment de résistance devient de fait un repère pour un être humain. Je vous donne un exemple quand vous prenez une position. Vous prenez une position et vous hésitez à la couper. Donc vous ne coupez pas votre position et puis vous avez un gain et tout d'un coup vous êtes vendeur, imaginons, et tout d'un coup le marché remonte. Elle remonte en fait, à quoi vous allez penser? Vous allez dire ah, putain j'aurais dû couper au niveau où je voulais. Et donc vous allez vous rappeler de ce niveau. Par exemple c'était le niveau où vous gagnez 100 euros. Et là vous voyez que finalement vous ne gagnez plus que 90 puis 80 euros sur votre trade. Ce 100 euros va devenir très psychologique pour vous. Et quand on va revenir sur ces 100 euros, vous allez avoir deux possibilités.
Soit vous allez vouloir fermer votre trade, et donc ça va agir en tant que support, un peu ce qui se passe sur les marchés. Soit qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser votre trade continuer en ayant confiance au marché. Imaginons que le marché continue de chuter. Là, vous gagnez 110, 120. Et là, tout d'un coup, le marché se retourne encore et remonte. Et là, vous regagnez à nouveau vos 100 euros. Il y a fort à parier que psychologiquement, vous disiez, bon, 100 euros tout à l'heure, je les ai laissés passer cette fois-ci, je les prends. Et donc, vous les prenez, et donc, ça devise un support devient résistance. C'est ce qui se passe également sur les marchés. Donc les niveaux mémoire sont surtout des niveaux psychologiques. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils fonctionnent d'autant mieux que vous tradez des marchés qui sont très liquides, mais surtout qui sont très traités, comme l'eurodoll, l'USD yen, le GBP USD, et puis c'est tout. Ou l'USD, oui, le yen, j'ai déjà dit. À la limite, euro yen, GPN, etc. Mais il faut regarder les volumes qui sont faits sur ces paires-là pour vérifier que ce sont bien des vrais niveaux de support résistance et non pas des niveaux recréés par des corrélations mathématiques, économiques ou comportementales sur d'autres devises beaucoup moins tradées, voire pas du tout tradées. Puisqu'il y a des devises qui vous sont proposées mais qui n'existent pas vraiment, qui ne sont pas tradées. Allez voir quelqu'un qui trade réellement le GBP CHF, ça n'existe pas. Alors pour s'en rendre compte, il y a quelque chose qui est intéressant de regarder, ce qu'on appelle le COT, qui émane tous les jeudis du Chicago, tous les mardis je crois plutôt, du Chicago Stock Exchange. Donc en gros qu'est-ce que c'est? Donc vous savez que vous pas peut-être que sur le forex il y a plusieurs types de produits financiers. Il y a le spot, ce qu'on nous on trade, les options, les CFD et les futurs. Et donc les futurs, c'est un marché qui est centralisé, qui est à Chicago. Et en fait, les positions sur les futurs, vu que c'est un marché centralisé, elles sont donc officialisées dans des rapports, donc dans le code. Et chaque semaine, chaque jeudi, est publié avec une semaine de décalage les positions qui sont prises par les industriels et les non-industriels, donc les industriels et les spéculateurs. Et on remarque qu'il y a beaucoup de paires où le volume est à zéro, comme des fois GBP CHF, GBP CAD, etc., etc. Alors, les niveaux de super-résistance mémoire, à la limite, ce seraient ceux qui nous intéresseraient, en tout cas nous, personnellement, chez DMT, le plus, pour essayer de modéliser le prix. Alors, en gros, comment est-ce que on voit la chose? Pour nous, ce sont les niveaux qui seraient les extrêmes à acheter. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va avoir une stratégie d'achat tant qu'on est au-dessus du dernier niveau de support-résistance. Et donc, on va chercher des signaux d'achat. Donc, on va en chercher ici. Si ça continue à descendre, on va en chercher ici. Et en fait, la dernière zone dans laquelle on va chercher des signaux d'acheteurs, ce sera ici. Et une fois qu'on repasse en dessous, c'est fini. Donc, si vous voulez, soit on va essayer de trader le pullback, c'est-à-dire de s'intéresser à rentrer dans cette zone-là, soit on va trader en tout cas les signaux qui sont avant ce pullback. Donc, pour nous, plutôt que de les utiliser vraiment en tant que support résistance, ça va plutôt être un modèle pour dire jusqu'où est-ce que je vais chercher des signaux acheteurs dans une tendance haussière ou vendeurs dans une tendance baissière. Les points pivots. Alors les points pivots, ça fait partie des supports résistance qui sont recréés artificiellement. Alors en gros, il s'agit de quoi? Chaque soir, il y a le pivot du jour qui est calculé et en fonction de la volatilité. Et en fonction, j'ai oublié de mettre le stylo, en fonction de la volatilité du jour, donc principalement de la volatilité en amplitude, c'est-à-dire la distance entre un plus haut et un plus bas, on va donc calculer les résistances, donc R1, R2, R3, et les supports S1, S2 et S3. Donc le pivot est calculé chaque jour à l'ouverture, ou en tout cas à la clôture, pour le jour suivant. Donc ce qui nous donne une projection. Donc là par exemple, on voit que pour cette journée-là, le pivot était fixé ici, le support ici, support 2, support 3, R1, R2, R3. Alors pour ceux qui s'intéressent à ce genre de méthode, je vous invite à regarder encore une fois sur Google. Nous, c'est pas du tout notre tasse de thé parce que c'est quelque chose qui est recréé, donc j'ai d'autant moins confiance en les pivots. Alors par contre, c'est vrai que ça peut être de bonnes indications sur certains marchés, mais sur les devises, je doute très très fortement qu'il s'agisse d'indications importantes. Peut-être plus sur les marchés des futurs, sur les marchés des indices, où là, ça peut avoir une certaine valeur. Alors maintenant, quel type d'approche on pourrait avoir avec les pivots? Donc le pivot, en fait, c'est, comme son indique, on est plutôt acheteur au-dessus, on est plutôt vendeur en dessous, et ça, ce seraient les différents objectifs sur lesquels pourrait également y avoir des prises de bénéfices ou des rebonds. Alors, c'est une approche que j'aime bien. Alors c'est ce qu'on appelle, nous, le trading de niveau. Donc en fait, parmi nos différentes stratégies, on a donc des stratégies qui se basent sur la tendance,
Et quand on n'a pas de tendance, en fait, on quadrille un peu le prix et on a un trading qui est très proche des techniques utilisées pour le trading de points pivot. Donc en fait, on a deux trois niveaux et en fonction du fait qu'on soit au-dessus ou en dessous de certains niveaux, on va les trader. Alors moi, mon conseil que je vous donnerai si vous voulez utiliser les points pivots, c'est que le pivot du jour doit déterminer le sens d'orientation de votre trading de la journée. Donc par exemple, si on est sous le point pivot, vaut plutôt être vendeur. Si on est au-dessus du point pivot, vaut mieux être acheteur. Il faut essayer de viser les différentes résistances et éviter d'être contrarien, c'est-à-dire éviter de prendre des positions à l'achat sur les supports et à la vente sur les résistances. Vaut mieux plutôt acheter dans la montée et d'essayer de prendre des bénéfices sur les différents supports et résistances. Alors maintenant, comment prendre le signal? Bon, ça c'est tout le reste de la formation, enfin, un peu le reste de la formation. Après, cette formation n'a pas pour objectif non plus de vous apprendre à trader, c'est une formation pour débutants avant tout. Donc ceux qui veulent creuser plus tout ce que l'on a vu ici, vous avez plein de recherches à faire sur Internet. Il y a plein de choses très intéressantes, notamment sur les points pivots et autres. Donc, en tout cas, une approche que j'aime particulièrement, donc, qui est dérivée un peu de tout ça, c'est voilà, c'est si on est au-dessus du pivot, donc de la veille, on a plutôt un biais acheteur. Et dans ce cas-là, on va chercher des signaux sur une unité de temps. Alors moi, j'aime bien le principe de l'escalier. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre des signaux, un ici, un ici, un ici, mais uniquement si à chaque fois les signaux sont plus hauts les uns que les autres. Donc par exemple, si j'ai un signal, alors imaginons que ça ce soit du, alors c'est pas du journalier, mais ça ressemble un peu à du 1 heure. Imaginons que ça ce soit du 1 heure par exemple. Si on est sous le pivot, ben, je vais essayer de prendre des signaux en M5 ou une unité de temps comme ça, en M3. Si à chaque fois mes signaux sont tous plus bas les uns que les autres. En fait, je vais trader ce qu'on appelle en escalier. D'accord? Là pareil, si je vois qu'on est au-dessus du pivot, je vais prendre les signaux tous plus haut pardon, les uns que les autres. Et à chaque fois qu'on franchit à la hausse ou à la baisse un support S1 ou S2, ben ça nous conforte dans le fait qu'il faille continuer donc à vendre et à utiliser ce genre de stratégie. Alors, ça, c'est pour les points pivots. Donc, comme je dis, moi, je ne suis pas un grand fan de ça. Je préfère mes propres tracés. Maintenant, voilà, vous savez que artificiellement, les pivots pardon, sont recréés artificiellement. Certains traders ne jurent que par eux. Mais encore une fois, ça peut être également le côté empirique, c'est-à-dire qui vous dit que finalement, là, cette zone de support, c'est pas une simple coïncidence que ça coïncide avec le pivot. D'ailleurs, j'ai choisi volontairement un exemple où il y a très peu de cas où ça fonctionne vraiment bien pour vous montrer qu'il ne faut pas se laisser berner par ce genre de tracé. On va reparler de toute façon de tous les problèmes de toutes les supports résistances. Alors il y a les ésotériques. Alors je vais pas parler de tous les tracés ésotériques. Bon, je pense que le plus rigolo c'est les Fibonacci. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fibonacci? Alors, il faut remonter à qui est d'abord Fibonacci. C'était un mathématicien. Alors, peut-être que les mots nombre d'or vont vous dire quelque chose. Donc, c'est un mathématicien en fait qui a donné son nom à une suite. On appelle la suite de Fibonacci. Alors, qu'est-ce que la suite de Fibonacci? Vous partez d'un chiffre qu'on va appeler P1. Si ça veut se tracer. Alors, désolé, deuxième erreur. Voilà, donc P1. Et puis vous trouvez un autre chiffre, P2. Peu importe les chiffres, ça peut être 1 et 2, ça peut être 0 et 1, ça peut être 393 et 4492, peu importe. Et ensuite vous allez faire P1, alors vous allez faire P3, et donc P3 est égal à P1 plus P2. Ensuite P4 sera égal à P3 plus P2. Puis P5 sera égal à P4 plus P3, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et vous allez avoir une suite de nombres. Et ensuite, plus vous avez de nombres, par exemple à un moment donné vous allez avoir P99. Si vous faites P99 divisé par P98, P98 divisé par P97, P97 divisé par P96 et ainsi de suite, vous allez trouver un chiffre. Vous allez trouver le chiffre de 1,618. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1,118 entre tous les nombres. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors ce nombre, 0,618. Alors ce nombre, il a une petite particularité, c'est que l'inverse de ce nombre, c'est 1,618. Donc il en a fallu pas plus pour trouver une sorte de mysticité dans ce chiffre-là qui est le 618.
Alors après, on est parti un peu vachement loin en disant ouais, mais en fait ce nombre on le retrouve dans la nature. Alors pareil, je vous laisse faire vos petites recherches sur internet, dans les dessins des coquillages, les pétales de fleurs, etc., dans les cocotiers, dans les ananas, dans le corps humain, bref, on peut le voir de où on veut. Bon, en même temps, c'est un peu comme quand on voyait les signes du 11 septembre de partout. Bah oui, les deux tours ça faisait 2-11. Quand on additionnait les chiffres de l'avion, ça faisait je sais plus trop quoi. Enfin, on voit que ce que l'on veut voir. Et les Fibonacci, c'est pareil. Alors après, bon, comment ça fonctionne? Bah, c'est simple. On prend un point bas, donc celui-ci, et on prend un point haut. Donc ça, c'est un swing. Et ensuite, on va calculer les éventuels retracements. Donc on va utiliser, pour les Fibonacci qui sont ici, 38,2%, 61,8% et pourquoi pas mettre 50% puisque c'est au milieu. Alors 61,8 et 38,2, quand on fait 38,2 plus 61,8, hein, bien sûr, ça vous donne 100. Et c'est tout. Et à partir de là, on se dit, bah tiens, donc là pareil, hein, il y a 38,2 ici, et 108. Donc, et 50% pour faire joli. Et donc à partir de là, on s'est dit, bah tiens, c'est des niveaux, comme on retrouve ce chiffre dans le corps humain, dans la nature et tout, bah forcément qu'on va le retrouver sur les marchés financiers. Et donc pour certains, ça donne des niveaux pour acheter, pour vendre, ou pour avoir une stratégie de cassure. Par exemple, bah tiens, moi je vais trader la cassure des 38,2 direction les 50, et puis les 50 direction les 61,8. Alors pareil, je préférais à la limite ce type d'approche, plus qu'une approche de rebond. Alors en fait, les approches où on quadrille un peu le prix et où on dit ben voilà je suis aussi au-dessus de ce niveau et vendeur en dessous de ce niveau, moi j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit, on a une stratégie qui ressemble à ça, et je trouve ça très pertinent, et j'expliquerai pas forcément ici pourquoi, mais une stratégie en fait où on va quadriller un peu le prix et on va décider de se donner un biais en fonction de la position par rapport à certains niveaux, je trouve ça vraiment pas mal. Alors je vous ai mis à côté les retracements de gain par exemple. Alors lui c'est plus logique quand même, hein. C'est 33, 50 et 66%. Donc bon, on voit que c'est pareil, ça donne plutôt plus ou moins les mêmes indications. Bon là on voit que les 38,2 ça marche beaucoup mieux que les 33 et les 66. Bon là c'est un peu moins vrai, là c'est le 33 qui marche du coup mieux. Bon là les 66 68 les deux sont largués. Bon, c'est pas des approches que je vous conseille, vers lesquelles je vous conseille d'aller, donc on va passer très vite quand même dessus. Ça sera vraiment une perte de temps. Euh, je pense que pour les supports résistance, le mieux que vous ayez à faire pour l'instant, c'est de rappeler les premiers qu'on a vus, donc les chiffres ronds et les supports résistance mémoire. Alors, la validité dans le temps. Alors ça fait partie des nombreux problèmes des supports résistance. Alors, un autre problème des supports résistance, d'abord, que je voudrais introduire, c'est l'empirisme. Alors, l'empirisme, en fait, sur les marchés financiers, et surtout en analyse technique, c'est quand même un gros problème, puisque, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a tellement de combinaisons possibles de mouvements, il y a tellement de rebonds possibles de partout, que on pourrait, et je vous mets au défi de le faire, en fermant les yeux, tracer des niveaux de support résistance au hasard complet sur un graphique. Je peux vous assurer que 100% des niveaux que vous allez tracer au hasard seront des niveaux de support résistance qui, au moins une fois, ont touché un sommet ou un creux. Parce qu'il y a tellement de possibilités, en fait, il y en a de partout, des niveaux de support résistance. Donc il faut faire très attention à savoir que c'est l'empirisme, c'est-à-dire les faits, en fait. Dans les faits, n'importe quel support résistance peut devenir un support résistance. Comme n'importe quelle théorie peut être validée. Par exemple, la théorie des vagues Elliott, le fait qu'il y ait 3 vagues, etc., ou l'utilisation des Fibonacci. Pourquoi est-ce que des fois les Fibonacci fonctionnent? Pourquoi est-ce que des fois les pivots fonctionnent? Moi, je vois plutôt des coïncidences. Là où d'autres préfèrent voir une logique du marché. Alors non, il faut rester humble, on ne peut pas avoir de logique de marché, les marchés n'ont pas ce genre de logique. Les marchés ont plutôt des logiques différentes, c'est faire du fric et puis et anticiper des nouvelles, etc. Le reste, ils s'en foutent un peu. Surtout sur le Forex, hein, quand on voit la part des spéculateurs, franchement, c'est pas assez énorme pour créer ce genre vraiment de zone de support résistance par rapport à des Fibonacci ou quoi. Je vois mal la Chine, quand elle décide d'acheter de l'euro, demander à ses traders, bon bah les gars, vous m'achetez, mais attention au 61,8, hein, et déconnez pas avec la fourchette d'Andrew, hein, m'achetez pas la median line. Non, restons un peu sérieux quand même. Il y a beaucoup d'ésotérismes qui sont validés par l'empirisme des prix. Et du coup, vous pourrez trouver des tonnes de méthodes et des tonnes de théories qui fonctionnent sur le papier et même dans la réalité. Moi, je connais des traders qui tradent avec les fourchettes d'Andrew, d'autres qui tradent avec les vagues de Wolf. Mais ça n'a aucune
ça ne veut rien dire dans la réalité du marché. Mais ça peut fonctionner à cause de l'empirisme. Comme notamment les pivots ou comme la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure qu'on utilise. Quand on l'apprend aux élèves, on leur dit alors voilà, attention, les niveaux qu'on va vous donner, c'est pas forcément des niveaux de support résistance, c'est des niveaux qui arbitrairement vont être choisis pour donner un biais. Au-dessus de ce niveau, on est acheteur, en dessous, on est vendeur. Et après, c'est le trader qui doit faire le travail. C'est-à-dire que si le trader est bon, il va prendre des bons trades, il va gérer correctement ses trades et il va s'en sortir positif, quand bien même le choix des niveaux a été un peu fait au hasard. D'accord, donc retenez bien ce problème de l'empirisme. Alors l'autre souci, c'est par rapport à la mémoire des prix notamment. On peut se poser la question de la validité dans le temps d'un support ou d'une résistance. En fait, il est impossible de savoir si un support ou une résistance sera toujours valide dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Tout simplement pourquoi c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet pricing. Alors nous, notre parti pris, c'est de ne se concentrer que sur les supports et les résistances les plus récents, qui sont constitués par et le mouvement actuel et juste le tout dernier mouvement. Tous les autres niveaux de support résistance, je n'en ai rien à faire. Et encore une fois, comme je l'ai montré, bon, nous les niveaux de support résistance, c'est juste les sommets et les creux, et ça ne sert pas forcément comme certains pourraient l'utiliser. Nous, c'est plutôt une sorte de modèle pour dire, ben voilà, au-dessus de ce niveau, je suis toujours acheteur, en dessous, j'arrête d'acheter. Donc le pricing, en fait, on pourrait appeler ça le pricing, d'un support de résistance peut être fait en fonction d'un événement, d'une situation donnée qui va ensuite changer. Par exemple, vous avez un support résistance qui est créé sur le CAC en pleine crise européenne. La question, c'est est-ce que ce support, une fois qu'on est sorti de la crise, va être le même, puisque je vous rappelle que le CAC, c'est quand même la moyenne des actions. Donc la question, c'est, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. En plus, le CAC, plus ou moins chaque année, change sa composition. Il y a le cabinet scientifique, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, du CAC, qui calcule en fait et qui modifie la composition du CAC en virant un peu comme la télé-réalité, en virant quelques actions en rajoutant d'autres. En fait, un peu comme, comme des compétitions de poules, en fait. Poule A, poule B, CAC 40, CAC 120, CAC 1000, etc. Et donc voilà, la question c'est ça, c'est un support résistance qui est créé à une situation donnée. Il a été créé parce qu'il y avait cette situation-là. Ou parce que à ce moment-là, ce prix signifiait quelque chose. La question c'est est-ce que dans X temps, la situation sera la même. Et donc la validité sera la même. Est-ce qu'un niveau de support résistance qui a été créé en pleine bulle, est-ce qu'il sera toujours d'une aussi grosse force dans un marché qui sera complètement différent? Alors il y aura toujours l'effet de toute façon psychologique, comme les plus hauts de l'année, les plus hauts de 10 ans, etc. etc. Ça c'est une évidence, mais certaine. Mais tous les autres niveaux de support résistance qui n'ont pas autant de valeur temporelle et donc psychologique, ou même de valeur naturelle, la question c'est ça. C'est est-ce que par exemple le plus haut, le plus bas de mes tendances qui sont passées depuis 4-5 mois, est-ce que je peux toujours les utiliser maintenant? Donc nous, notre parti pris, c'est de dire non. On va se concentrer que sur les événements récents parce qu'on ne peut pas répondre à cette question. Et quand je ne peux pas répondre à une question, je préfère ne pas trader en fonction de ça. Alors, puisqu'un support ou une résistance est le point de départ d'un nouveau mouvement, on peut extrapoler en affirmant que ces niveaux renversent donc les tendances inférieures. C'est ce qu'on disait pour s'aider à repérer les sommets et les creux avec la théorie de dos. Donc nous, pour repérer les niveaux, on regarde en fait les points hauts et les points bas, comme je dis, entre deux tendances opposées. Alors exemple, il me semble que ça ce soit, c'est toujours, non, je crois que c'est l'euro. Il me semble que ce soit l'euro, mais je suis pas sûr. C'est un vieux graphique de toute façon, ça doit dater de 2012-2013, parce que j'ai pris dans mes archives. Alors, je donne les tracés là que j'ai dessinés, le canal à droite, on va en reparler plus tard dans la prochaine formation. Mais en gros, regardez un peu ce que j'ai fait. Alors, à droite, 30 minutes, à gauche, 4 heures. Alors, il faut savoir que on a parlé vite fait du multi-time frame, donc de la cyclicité, des différents cycles, court, moyen terme des tendances. On n'a pas parlé des horizons de temps. Alors, eu égard aux indicateurs que j'utilise et à ma manière de trader, nous, on utilise en fait un ratio de plus ou moins 6 entre les unités de temps. C'est-à-dire que les unités de temps que je vais regarder, c'est le monthly, le weekly, donc il y a un ratio de à peu près 5, c'est-à-dire que 5 semaines créent un mois. Le journalier, 5 journées créent une semaine. Le H4, 6 bougies H4 créent une bougie journalière. Alors après, j'ai choisi le M30, parce que 8 bougies M30 créent une bougie H4, alors que le 1 heure, il n'y a que 4 bougies. 4, je trouvais ça pas assez. Ensuite, le M5, 6 bougies M5 crée une bougie M30, et puis le M1, 5 bougies M1 crée une bougie M5.
Donc oui, je regarde toutes ces unités de temps. Alors, j'ai pas toutes les tradées, notamment le M1 qui sert juste au pyramidage, le M5 en de rares occasions. Mais l'idée c'était de vous expliquer voilà, le ratio que je mets entre les différentes unités de temps. Alors à gauche, vous pouvez voir d'ailleurs l'indicateur nombre de transactions par volume de prix. Hein. Attention, on est sur le Forex, donc on parle bien de nombre de transactions. Alors bon, je ne vais pas trop en parler, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Comme je vous disais la dernière fois, moins il y a de gens sur un terrain de rugby et plus les mouvements sont amples. Bon, regardez juste pour l'exemple, hein, pour faire le petit hors-sujet. Donc là c'est ces zones de creux, c'est les zones où donc il y a eu beaucoup moins de volume d'échangés. On est d'accord? Et les pics, c'est là où il y a eu beaucoup de volume échangé. Mais regardez, les zones de creux, en fait, ce sont des tendances, des mouvements, en fait. Et les pics, c'est, regardez, c'est là où il y a eu une agglomération de bougies. Donc les mouvements étaient beaucoup plus compliqués. Vous voyez, regardez, creux. Alors là aussi, il y a un creux. Et regardez, là, la zone d'accumulation, il y a beaucoup de bougies ici, beaucoup de bougies ici. La creux, là, pareil. Toute cette zone-là, beaucoup de bougies. Là, on accélère, là, on fait un creux. Regardez, là, les bougies vont très très vite. Là, pareil, creux, les bougies vont très vite. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aspiration, d'expiration. Bon, ça, c'est pas au programme de la formation, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande de vous y intéresser. Alors revenons à nos moutons, notamment les tendances. Alors regardez, entre cette tendance haussière là et cette tendance baissière là, j'ai donc un sommet que je retrouve donc ici. C'est ici que je l'ai tracé. Ensuite, j'ai tendance baissière, tendance neutre et tendance baissière. Donc là, je l'ai repéré, tendance baissière, tendance neutre et tendance baissière. Ensuite, j'ai tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Donc je vais avoir tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Hop, j'ai mon sommet et j'ai mon creux. Après, regardez, j'ai tendance neutre, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Donc voilà, j'ai mes différents sommets, mes différents creux en regardant les tendances sur 2 unités de temps. Alors après, ça me donne donc les sommets et les creux et ce sont les niveaux que moi je vais utiliser pour mes supports et mes résistances. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire en temps réel, parce qu'en fait pour avoir un tracé, il faut qu'on attende une tendance. C'est-à-dire que pour avoir cette tendance baissière, il va falloir que j'attende à peu près là en fait, hein, pour la détecter. Puisque quand on s'intéresse donc à Do ou même à ce mode de tracé dont on va parler plus tard, c'est qu'à partir de là qu'on sait que le dernier sommet est ici. Mais c'est pas grave puisque ce sommet va être un niveau de support ou de résistance qui nous servira beaucoup plus tard. Donc c'est pas nécessaire de faire les tracés en temps réel, on peut les faire sur un graphique qui est déjà fait. D'accord? Alors je vais essayer un peu de zoomer sur cette partie-là. Donc regardez, là on a la tendance qui est haussière, hein, qu'on remarque ici. Alors on le fait par rapport on va le faire par rapport à la théorie de Do. Donc la théorie de Do nous dit que ça c'est donc une tendance. Ah, et forcément, encore une erreur, j'ai oublié de mettre le stylo. Voilà. Donc là on a des sommets de plus en plus hauts. Donc ça c'est une tendance. Décidément. Voilà. Donc ça c'est une tendance haussière jusqu'à ce que ici on fasse une incapacité à aller plus haut. Et là regardez, on va plus bas, donc là c'est une tendance baissière. Ensuite là on casse le dernier sommet, donc là c'est une tendance haussière qui va s'arrêter ici lorsqu'on va casser le dernier creux, donc tendance baissière. Ensuite on a une tendance baissière qui va continuer jusqu'à tout en bas. Ici qu'est-ce qu'on avait? Là on avait une tendance haussière. On casse le dernier creux qui était ici, donc là on crée une tendance baissière jusqu'où? Jusqu'à ce qu'on ne fasse plus de nouveau plus bas, c'est-à-dire ici. Donc là on a une tendance baissière et qu'on casse les derniers plus hauts, c'est-à-dire ici, et là, à partir de là, on a une tendance haussière. Ensuite ici, on n'arrive pas à aller plus haut, donc on a à nouveau une tendance baissière. Donc quand on fait le découpage, on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse et une grande baisse. Et voilà, on a notre découpage des sommets et des creux. Et quand on regarde bien, alors je vais changer de couleur et je vais voir si je peux mettre un truc un peu plus large. Non, je ne peux pas malheureusement. On voit que ça nous crée nos fameux niveaux de support-résistance. Donc là on en a un. Là on en a un deuxième. Alors les creux qui vont continuer ici. Donc là il va être cassé. Là on en a un qui ne va pas être utilisé. Là on en a un. On a le sommet
et la résistance, là pareil on en a, eux qui vont être utilisés à quelques reprises, etc. etc. Donc nous c'est comme ça qu'on va les tracer pour les tendances à chaque fois bien sûr à court terme. Donc voilà une technique pour découper les graphiques et pour repérer les sommets et les creux, c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors nous on l'utilise quasiment comme ça, on va plutôt utiliser un indicateur nous pour les tendances qui s'appelle les bandes de Bollinger qui sera étudié plus tard. Mais voilà, là déjà vous avez une bonne méthodologie sur 2 unités de temps pour apprendre à repérer les vrais sommets, les vrais creux, et donc à faire vos tracés un peu mieux et de la manière la plus adéquate possible. Alors, petite suite de cette formation, c'est les canaux et droites de tendance qui sont bien sûr directement liés au support et résistance. Donc ce sera la prochaine vidéo.